Bonjour. Bonjour. Alors, thank you very much, Gloria, for sharing with us, very macro topics and environment that Hong Kong offers to our exporters. Et merci aussi, Emmanuel, de m'avoir invité parce que ce matin, je vais partager avec vous une passion que j'ai. Donc, c'est la psychologie des consommateurs chinois et des Hongkongais. Donc là, on entre dans un aspect plus émotionnel que rationnel et un monde plus intérieur. Fait qu'on va voyager ensemble. Pour pouvoir comprendre la psychologie des consommateurs, il faut commencer par démystifier. Alors présentement, les tendances dans le marché chinois, en fait au marché chinois parce qu'il y a plusieurs Chines, c'est qu'il y a de plus en plus une extrémité dans les comportements des achats des consommateurs. C'est-à-dire que les Chinois, plus qu'ils s'enrichissent, plus qu'ils sont divisés en deux groupes. Alors, il y a un groupe qui cherche des choses de très très haute qualité et le prix, ce n'est plus un problème. Ce qui est important, c'est l'expérience de marque. Et il y a l'autre groupe que eux, leur statut social ou leur situation financière ne leur permettent pas encore, je dis pas encore, de rejoindre le premier groupe. Alors à ce moment-là, ce qui compte pour eux, c'est d'économiser au maximum. Alors à ce moment-là, la qualité est d'une moindre importance. On va bien comprendre cette psychologie et on va savoir comment est-ce que nous, en tant qu'entreprise québécoise, on arriverait à percer les marchés en Chine et via Hong Kong. Ce matin, je vais partager avec vous pourquoi est-ce que Hong Kong est vraiment votre tremplin vers l'Asie. Parce que nous allons démystifier et comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'on achète vraiment? Vous savez que Hong Kong et la Chine sont extrêmement proches. Et à chaque année, il y a des, je ne sais pas combien de millions, mais vous pouvez demander à Gloria, certainement elle connaît la réponse, des millions de gens d'affaires et des familles ou les individus chinois qui voyagent à Hong Kong, ou y ont affaire à Hong Kong pour consommer. Mais qu'est-ce qu'ils achètent exactement? Les produits. Ici, on voit les poutres de lait pour les bébés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre qu'est-ce que les consommateurs achètent ici? Il n'y a personne qui tente. Allez, bon courage. Qu'est-ce que les consommateurs achètent réellement? Des sacoches Louis Vuitton. Non, ici, là, on voit les poutres de lait. Alors, en termes de psychologie, qu'est-ce qu'ils achètent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Exactement. Alors, ils cherchent la sécurité et la santé, et une paix, une confiance et la qualité des produits parce qu'ils ne font plus de confiance en produits agroalimentaires en Chine, qui sont fabriqués en Chine. Il y a eu trop de scandales. Alors, en effet, ils cherchent la qualité et la sécurité. Et à ce moment-là, c'est vraiment un gros avantage pour notre secteur agroalimentaire et transformation agriculture pour percer ce marché-là. Parce qu'on sait que les produits qui viennent du Québec, c'est sécuritaire et c'est de haute qualité. Ensuite, ici, dans cette slide-là, qu'est-ce qu'on achète réellement? Marque de luxe. Marque de luxe. La marque, les luxes, oui, vous avez raison. Encore une fois, c'est au-delà de la marque. On achète la qualité, encore une fois, parce qu'une marque, qu'est-ce qui est derrière une marque? Qu'est-ce que ça représente? C'est une qualité supérieure, c'est une promesse de qualité de nos produits qui sont reliés avec la marque. Donc, on s'en va plus loin que la marque. On s'en va derrière, décortiquer le message qu'une marque représente. Et donc, on achète à ce moment-là à une confiance liée avec une marque. Et qu'est-ce qu'on achète ici?
qualité, la marque. Eh bien, ça, peut-être, c'est plus difficile pour vous. Est-ce que je vois qu'il y a quelques Asiatiques sur place? On peut les nommer, ces gens-là? Wang Lihong. Wang Lihong, oui. C'est bon. Wang Lihong, vraiment joli. Je parle. Alors, Wang Lihong, c'est un Taïwanais. Et puis, à gauche, c'est Mo Wangwei, qui est une Hongkonnaise. Les deux, c'est les vedettes. Alors, ici, ce qu'on achète, encore une fois, c'est la qualité et la confiance, mais cette fois-ci représentée par mon idole. Vous savez, hein, les Chinois, là, il y a une longue histoire et il y a beaucoup de population. Alors, parmi autant de pères-là, autant de personnes-là, comment est-ce qu'on s'identifie? Alors, on va toujours s'accrocher sur un idole et on s'identifie là-dessus. Ah, cette personne, elle me motive, elle m'inspire. Alors, si un produit que mon idole adopte, ça veut dire, oui, c'est ce que je vais faire confiance aussi. Il y a tellement de voix, alors c'est qui que je vais écouter? C'est mon idole. Donc, il y a cette espèce de psychologie qu'ici, on voit beaucoup moins souvent, mais très, très souvent pratiquée partout en Asie. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de population. Et ici, qu'est-ce qu'on achète? On voit IMAX, on voit Apple. Divertissement. Oui. Et on achète le dernier cri. À Hong Kong, c'est une ville internationale. Alors souvent, les lancements des nouvelles technologies, okay, ça part de Hong Kong. Alors les gens, les Chinois, pour pouvoir être sur la même page que globalement parlant, alors ils vont voyager jusqu'à Hong Kong pour pouvoir obtenir les dernières inventions technologiques. Par exemple, vous voyez ici le IMAX, en fait, ce IMAX-là, c'est la première au monde. Le premier cinéma dans tout le monde entier, que Orchimedia, on a eu la chance d'impliquer dans ce projet-là, c'est le premier cinéma ouvert dans un aéroport international. Ça veut dire que IMAX, avec nos conseils, c'est qu'ils ont saisi que qu'est-ce qui est important pour les Asiatiques, c'est le divertissement en tout temps. Même pendant les 3 heures qu'on attend dans un aéroport, on ne va pas s'ennuyer. On a assez de temps pour faire le check-in et puis d'écouter un petit film et d'expérimenter la super technologie de IMAX, n'est-ce pas? Il faut penser, il faut s'adapter nos façons de faire. Et ici, qu'est-ce qu'on achète? Je vous pose beaucoup de questions. Hein? Un privilège. L'amour, le privilège, oui, c'est vrai. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous savez, il y a à peine 20 ans, 15 ans à peu près, les Chinois, lorsqu'on se marie, qu'est-ce qu'on achète comme alliance? C'est pas un diamant. C'est en jade, c'est une bague en jade ou les bracelets en jade ou en or. C'est juste jade et or. Et le diamant, là, dans le temps, là, c'était comme, c'est quoi cette affaire-là? Et là, maintenant, à peine 15 ans, 20 ans plus tard, alors les marketeurs qui introduisent les diamants en Asie, ils ont été très, très, très intelligents. Et ils ont associé le diamant avec la pérennité et le statut social, parce que le diamant est dur. Ça veut dire que ça dure pour toujours. Et c'est aussi que ça signifie aussi que si vous achetez un diamant pour votre alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va relier non seulement les deux individus, mais les deux familles. Parce que n'oublions pas qu'en Asie, tout est une question de l'harmonie du groupe. C'est vraiment différent d'ici qu'on parle de chaque individu. N'est-ce pas?
Alors, ce genre de statut social, qu'est-ce qui vient nous aider dans le fond? C'est d'augmenter notre image, okay? de notre projection d'image de soi-même devant ses pairs, devant ses collègues, devant ses environnements des gens. C'est vraiment une très belle histoire, le diamant. Alors, on a parlé beaucoup de la psychologie en arrière des produits. Mais maintenant aussi, qu'est-ce qu'on vient chercher à Hong Kong, que les gens souvent on a oublié? C'est vraiment une expertise crise, on appelle. On appelle ça la créativité et l'innovation. Donc, comme Gloria a présenté tout à l'heure, à Hong Kong, c'est vraiment le centre de mode mondial. Et il y a beaucoup de... Comme là, en ce moment, c'est la même chose. Et c'est pour ça que les deux villes en s'entendent très bien. Il y a le Fashion Week en ce moment, à Montréal aussi. Donc, c'est vraiment une ville en Asie hautement créative et innovateur. Vous savez, ça me fait penser que présentement, justement, on a vu l'opportunité de cette créativité et comment est-ce que les Chinois y aspirent et y emmagasinent cette créativité qui vient d'une touche internationale, qui est mélangée de plein de gens créatifs partout au monde et qui sont concentrés à Hong Kong et il y a aussi beaucoup à Montréal. C'est qu'on est en train de travailler avec Téléfilm Canada, puis on fait leur branding pour représenter l'ensemble de l'industrie canadienne au niveau de filmographie et de nos talents canadiens pour l'Asie. Donc c'est vraiment des secteurs qu'on ne peut pas ignorer parce que ça fait partie de nos forces ici. Les gens, tu sais, lorsque je parle de créativité et de l'innovation, c'est pas seulement les gens culturels, là, les gens qui produisent les films, mais il y a beaucoup de films d'ingénierie ici au Québec. On est fiers parce qu'ils font beaucoup d'innovation. On a les meilleurs ingénieurs au monde ici formés au Québec. Alors exportons notre expertise. Ah, voilà, c'est ce que j'ai dit. OK. Bon. Alors, lorsqu'on fait le tour de la psychologie, de qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce que les Chinois cherchent exactement en arrière de services et de produits qu'on consomme, c'est qu'on peut faire un résumé de pourquoi on essaie de comprendre pourquoi est-ce que Hong Kong il joue un rôle aussi important comme un tremplin vers la Chine. C'est que la géographie est vraiment un point important. Ils sont proches de tout. Comme on a vu à 4-5 heures en avion, on arrive partout en Asie. Et puis même pour accès à Guangzhou, à Shenzhen, c'est ultra proche. On peut y aller en train, on peut y aller en avion, etc. Cette proximité-là, ça a créé beaucoup d'opportunités parce que comme Hong Kong est reconnu internationalement pour sa technologie verte et propre et environnementale, ils font beaucoup de protection environnementale. Alors, on voit déjà que Shenzhen, la ville très proche, la ville chinoise, est aussi parmi toutes les villes, les grandes villes chinoises qui sont beaucoup plus pro, une approche durable. C'est la ville qui met le plus d'emphase là-dessus aussi. Hong Kong est aussi une rencontre entre le monde occidental et asiatique. Ces richesses-là, ça se trouve vraiment nulle part ailleurs. C'est très enrichissant. Et finalement, lorsqu'on regarde Hong Kong, c'est un laboratoire pour les marques qui veulent conquérir la Chine. Je vais vous donner l'exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fou des voitures ici? Les gars? Non? Moi?
OK? Qui connaît cette marque-là? C'est une marque allemande. Alors, eux, ils sont spécialisés dans le... Oh, comment on dit? Tourner. Le- Tourner. Hein? Tourner. Turning cars. Turning cars. Donc, ils modifient les voitures de luxe. Alors, leur stratégie d'entrée au marché en Asie, c'est qu'ils ont commencé par Hong Kong. Parce qu'ils ont d'abord travaillé sur leur position de marché. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'on veut exactement. Comment est-ce qu'on veut que les gens nous aperçoivent? Oh, OK. On est une compagnie qui offre une expertise très très haut de gamme. On ne travaille pas avec n'importe qui. Ils ont donc choisi Hong Kong comme le premier point de magasin de service. Et ils font juste modifier les voitures de luxe. Quelques années plus tard, vu que le service est vraiment réputé, et cette réputation est répandue partout en Chine, même s'ils n'ont même pas de point de service en Chine. Alors les Chinois, ils sont obligés de venir à Hong Kong pour me faire modifier leur voiture. Vous voyez, c'est très compliqué de faire bouger leur voiture bébé de luxe. Alors à ce moment-là, ils ont suffisamment de demandes et enfin, ils ont commencé à offrir un deuxième point de service à Shanghai et peut-être prochainement à Beijing pour répondre à cette clientèle très sophistiquée. Donc finalement, l'histoire prouve que peut-être que vous savez qu'offrir un point de vente, comme là on travaille avec les détaillants, ça coûte extrêmement cher. C'est impensable de t'offrir plusieurs points de vente à la fois à Beijing, à Shanghai, à Guangzhou, à Shenzhen, à Hong Kong, à Taipei, à Tokyo. C'est un peu fou, n'est-ce pas? On fait une chose à la fois. Donc à ce moment-là, Hong Kong, si vous avez une marque haut de gamme, Hong Kong peut vraiment être un laboratoire pour vous et vous pouvez tester la réponse, le taux de réponse de vos clients cibles avant de pénétrer à la Chine continentale. Il y a par contre un piège vraiment qu'on a évité, c'est que Hong Kong, ce n'est pas la Chine. Il y a quand même plusieurs années d'écart, d'ouverture au monde entier qui sont entre les deux. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la Chine, il faut bien comprendre que ce n'est pas une Chine homogène. Il y a beaucoup de marchés. Même on regarde avec nos clients, peut-être la meilleure stratégie, c'est même pas de commencer par les first tier cities, les villes les plus grandes, parce que c'est trop difficile à percer, il y a trop de concurrence internationale. Ça dépend toujours de notre positionnement sur le marché, comparé avec nos compétiteurs, de bien choisir le point de départ. Donc ça peut même commencer par le third city qui est déjà plus grand que Montréal en Chine. Alors il n'y a pas de secret. Ça prend évidemment beaucoup de détermination pour réussir à expandre en Chine, peu importe via Hong Kong ou non. Il y a 3 phases. D'abord, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on a déjà en main? Quelles sont nos ressources qu'on a déjà acquises? Quelles sont les informations manquantes ou les ressources manquantes? Qu'on va aller les identifier et les trouver. Suite à la cueillette de l'ensemble des informations et des ressources financières, humaines dont on a besoin, on prépare notre plan de match. Qui fait quoi, comment on le fait, donc quel est le genre d'échéance qu'on fait. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est 1, 2, 3. C'est ce que les enfants y apprennent à l'âge de 5 ans, comme ma fille. Et finalement, on les exécute et ne pas oublier de continuer à veiller sur le marché et de s'adapter. Ah, voilà, s'adapter. Comment est-ce qu'on s'adapte? On voit les produits ici. Est-ce que ça se vend vraiment bien
en Chine. Peut-être, pas forcément. Alors, au lieu de tondre les gazons, on comprend que ce n'est pas les mêmes superficies habitables en Chine, n'est-ce pas? Et surtout pas à Hong Kong. Donc, au lieu d'avoir les tondeuses de gazon, peut-être c'est mieux de t'offrir le service d'entretien. Et au lieu d'introduire des pilules miracles, c'est peut-être mieux d'avoir une approche naturelle et biologique et sécuritaire, parce que c'est vraiment un gros enjeu actuellement. Et au lieu d'avoir des produits congelés, je suis désolée, c'est nos clients, Wangwin. Alors, c'est peut-être mieux d'offrir le service de restauration, les traiteurs pour les entreprises ou des produits alimentaires sécuritaires et d'une fraîcheur supérieure. Et finalement, c'est extrêmement important de bien nous entourer. Ça, c'est vraiment le point clé, parce que tout le reste, on est capable de nous informer, n'est-ce pas? Surtout avec l'Internet, on trouve toutes sortes d'outils et d'informations, mais les personnes clés, là, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je parle de ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a les gens ici qui ont lu le magazine Elle Québec de ce mois-ci et l'article du journal Les Affaires de la semaine passée? C'est ça. Moi, j'ai eu un chemin vraiment atypique dans ma vie. Et puis, pourquoi est-ce que je me suis jamais découragée? Et je suis encore aujourd'hui debout et en train d'aider plein de gens. C'est parce que j'ai rencontré plusieurs bonnes fées dans ma vie et j'ai su identifier les bonnes ressources pour m'accompagner à traverser chacune des épreuves difficiles de la vie. Et pour faire les affaires, c'est exactement le même principe. Si on est entouré des gens compétents et qui sont passionnés, qui ont une conviction de nous aider à franchir chacune des étapes, une étape à la fois, et là, on va y arriver. Et aussi, on va s'inspirer des histoires, des échecs, qu'on dit souvent, mais enfin, moi personnellement, je ne trouve pas, parce que dans les échecs, on trouve plein de leçons aussi. Et des histoires de succès. On apprend toujours. Comme tout à l'heure, je pense que Guillermo et José, ils vont partager avec nous comment est-ce qu'ils réussissent à apprendre. Donc, on peut s'en inspirer. Bon. Donc, si on fait toutes les choses, comme ma fille m'a dit, maman, une chose à la fois. Si on fait une chose à la fois, finalement, on arrive à bénéficier de tous les avantages que les opportunités de marché nous offrent actuellement. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y avait des questions? J'ai 3 questions en fait. Vous avez dit que le marché de la Chine est différent du marché hongkongais. Ah. Vous avez dit que le marché de la Chine est différent du marché hongkongais. À Hong Kong. À Hong Kong, c'est ça. De point de vue que les consommateurs sont différents. Et puis, je vois qu'il y a la deuxième part de la présentation précédente, nous avait dit qu'il y avait le SERPA, qui permet d'avoir des échanges entre Hong Kong et Mainland, qui sont très avantageux à point de vue d'avoir des taxes presque zéro. Donc, et aussi, il faut qu'on ait un produit qui soit d'origine hongkongaise ou qu'on ouvre un bureau à Hong Kong pour pouvoir bénéficier de cet échange. Donc, moi, en tant qu'entreprise québécoise, est-ce qu'il m'est plus intéressant d'ouvrir et d'attaquer le marché chinois ou de comprendre le marché hongkongais ou comment je devrais m'introduire? Quelle est la meilleure stratégie de point de vue financier et aussi de point de vue marketing pour comprendre les consommateurs? Vous allez prendre un rendez-vous avec moi. Non.
Ce sera le roi. Je pense que c'est une question de positionnement. Ça dépend toujours de qu'est-ce que vous vendez et qu'est-ce que les gens achètent vraiment. Ok. OK? Et puis, tout dépend, parce que j'ai expliqué au départ, c'est qu'il y a deux types de consommateurs. C'est de plus en plus évident qu'il y a deux extrémités des consommateurs. Donc, si vous vendez B2C ou si vous vendez B2B, service ou produit, ça varie énormément. Je ne connais pas encore votre entreprise, alors c'est difficile de dire quelle est la meilleure stratégie à adopter. Ok. De toute façon, nous, on est les marketeurs, on n'est pas les magiciens. Donc, c'est vraiment, on commence par l'analyse, planifier, et finalement, on arrive à des stratégies gagnantes. Ok. OK. Merci. Vous avez mentionné que le Hong Kong est la porte d'entrée pour la Chine. Oui, absolument. D'accord. Je crois profondément. J'étais à Hong Kong récemment et on me disait que les Chinois de la Chine continentale n'aimaient pas les gens de Hong Kong et vice-versa. Être représenté par des gens de Hong Kong pour aller en Chine, finalement, c'est une bonne décision ou une mauvaise décision? Vous savez, il y a beaucoup de milliards de personnes dans le monde. Chaque personne peut avoir des interprétations ou parfois des jalousies et des compétitions. Est-ce qu'il y a vraiment un problème entre les Chinois de la Chine continentale par rapport aux Chinois de Hong Kong? De ma propre expérience, je ne crois pas. Mais ça, c'est juste mon point de vue personnel. D'autres questions? Oui, oh, pardon, dans la question. Oui. Excusez-moi. Regarder la journée. Mais il y a une tendance, je pense, au niveau des sociétés québécoises ou canadiennes. Dans le passé, c'était la Chine, l'approvisionnement vers la Chine. Aujourd'hui, ce qu'on observe, je pense que dans mon domaine, c'est de plus en plus les sociétés canadiennes veulent exporter et distribuer en Chine. Puis souvent, ça se fait, étant donné des règles, certaines règles, ça se fait par le biais de partenaires chinois. Dans le cas, parce que ça revient un peu à la question de monsieur, là, au niveau des relations entre la Chine et Hong Kong, c'est certain qu'il y a des tensions politiques quand même. J'ai vécu les 3 dernières années en Chine, puis je l'ai vu aussi. Donc, ça peut aussi peut-être dépendre des relations entre les partenaires chinois, le joint venture que tu vas créer. Est-ce que ce joint venture-là, est-ce que ces partenaires-là ont des bonnes relations en Hong Kong? Est-ce qu'ils ont des structures en Hong Kong pour leverager leur business? C'est peut-être aussi un autre élément. Mais ma question à moi, c'est quelles sont les industries? Parce que vous avez parlé des échecs, comment on peut s'inspirer des échecs. C'est certain que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui voient beaucoup de potentiel et ça n'a pas trop bien fonctionné dans les dernières années. Il y a probablement plus d'échecs que de réussites. Quelles sont les industries au Québec qui sont bien placées pour réussir en Chine selon vos clients, vos observations? Considérant que le Canada est un petit joueur sur la scène internationale et qu'il y a des grosses sociétés en France, en Allemagne, aux États-Unis avec des structures d'entreprise, des capacités de supporter des risques beaucoup plus élevés que certaines sociétés canadiennes ou québécoises qui peuvent faire ça en Chine. Donc, quels sont vous avez parlé du domaine artistique, ingénierie, mais est-ce que vous avez d'autres exemples de réussite de sociétés canadiennes en Chine? Merci pour l'excellente question. Tout d'abord, je tiens à dire que je ne permets pas, en tant que Québécoise, de nous dénigrer nous-mêmes. Parce qu'on a une force créative et génie incroyable ici. Sinon, je ne serais pas ici. Donc, on ne dit pas que le Canada est un petit joueur sur la scène internationale et encore moins le Québec. Et ça, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a assez suffisamment d'expertise à exporter et il faut juste qu'on ait la confiance et les bons outils et les bonnes personnes pour pouvoir réussir. Et par ailleurs, c'est que le Canada, c'est comme c'est vraiment favori à notre image parce que le
le Canada projette une excellente image et de meilleures en meilleures relations avec la Chine. Donc, c'est le moment de foncer. C'est vraiment pas le moment de dire « Oh, nous sommes maintenant petits, on n'arrive pas ». Non, c'est vraiment pas l'approche à prendre. Je m'excuse, hein, c'est vraiment... Je pense comme ça. Ensuite, c'était quoi votre question? Oh oui, c'est ça. Ben, les industries, on fait, c'est d'abord, avant tout, là, pour réussir dans n'importe quel marché, que ça soit local ou international, encore plus à l'international, parce qu'on a des compétitions allemandes, australiennes, japonaises, coréennes, qui sont assez, qui sortent les griffes aussi pas mal vers la Chine. Donc, je ne dirais pas que c'est une question d'industrie comme nous, on travaille avec les industries crises, qu'on appelle, mais on travaille aussi avec Bombardier, c'est comme Investissement Québec, IMAX, etc. Donc, c'est extrêmement varié. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on a des bonnes valeurs et puis on a les bons procédés, les bonnes méthodologies, la bonne science. Lorsqu'on a quelque chose de supérieur et une façon de faire différente, et là, on peut exporter. Cette compétition-là, c'est universel. C'est vraiment pas juste localement parlant. C'est lorsque le core business est solide, alors ça s'exporte très bien. Il faut savoir, par contre, comment s'adapter dans le contexte culturel du marché visé.